En 2001, tu commences à comprendre qui est Pierre-Étienne, lui-même avoue qu'il a des tendances vis-à-vis des enfants, mais il va falloir attendre quelques mois pour qu'une plainte concrétise et qu'on sache qu'il y a des victimes. Donc à partir de ce moment-là, quand tu apprends qu'il y a des victimes, est-ce que des démarches concrètes vont être faites par rapport à Pierre-Étienne? Bah déjà, dès que Pierre-Étienne reçoit cette plainte, il va venir me voir. Alors il est extrêmement mal, il est perturbé, il ne sait plus où donner de la tête et il va me supplier, mais vraiment me supplier de l'aider. Et je lui réponds que, avant toute chose, pour que je puisse l'aider, il faut qu'il commence à s'aider lui-même en allant chez un psychiatre et un psychologue. Il le fera, mais avant de le faire, il en informera le modérateur général de l'époque et celui-ci s'empressera d'écrire un courrier à Pierre-Étienne en lui disant qu'il faut absolument qu'il y ait voir un psychiatre et un psychologue. Ensuite, le père Jean-Baptiste demandera à Pierre-Étienne de ne plus porter l'habit, parce que l'habit, l'habit attire, l'habit appelle à la confiance, etc. Et puis aussi, il lui demandera de ne plus avoir de mission itinérante, c'est-à-dire de ne plus devoir se déplacer de maison en maison pour assumer son service au niveau de l'harmonisation de la liturgie. Et puis, lui, le modérateur général de l'époque, enverra Pierre-Étienne à Murinet jusqu'en 2003. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce qui se passe? Mais pendant ce temps-là, en fait, Pierre-Étienne va très mal parce qu'il est reçu dans cette maison par une jeune responsable qui n'arrive pas vraiment à bien assumer son rôle. D'ailleurs, elle en écrira une lettre au père Jean-Baptiste. Et donc Pierre-Étienne, forcément, est très mal, parce que cette jeune responsable, n'assumant pas son rôle, va aller de contradiction en contradiction vis-à-vis de vis-à-vis de la pathologie, pardon, de Pierre-Étienne. C'est-à-dire qu'elle va demander à Pierre-Étienne de faire partie du conseil de maison, elle va tout faire pour qu'il soit responsabilisé, parce qu'elle est mal à l'aise avec le fait que d'un seul coup, cet homme qui, aux yeux de la communauté, était un homme important, se retrouve sans fonction, se retrouve presque un petit peu tout nu, si je puis dire. La difficulté aussi pour Pierre-Étienne, c'est qu'il est à 50 mètres d'une école, donc il croise régulièrement des enfants. Et puis aussi, malgré qu'il n'y ait pas de famille qui vive sur le lieu de Murinet, eh bien malheureusement pour Pierre-Étienne, il y a des familles avec des enfants qui côtoient la communauté aux fêtes festives, à la liturgie, et cela trouble beaucoup Pierre-Étienne parce il a peur, en fait, il a peur de ne pas pouvoir surmonter ses compulsions. Et donc Pierre-Étienne m'appellera pendant cette époque tous les 2 jours. Et comme il va de plus en plus mal, je prendrai soin d'écrire un courrier au modérateur général de l'époque. Alors ce courrier, je vous le présente comme quoi il a bien existé. Voilà. Et donc, j'écrirai au modérateur général de l'époque. J'ai longuement eu Pierre-Étienne hier soir au téléphone. Je ne pense pas qu'il s'agisse d'une indiscrétion que de vous retransmettre la situation dans laquelle nous sommes actuellement. Pierre-Étienne n'a pas compris qu'il ne devait plus jamais s'approcher d'enfants, il pensait que c'était juste limité à les prendre sur ses genoux. Il était encore dans une attitude d'accusation et disait qu'on voulait lui prendre sa liberté, le mettre en prison d'une certaine manière. Je lui ai fait comprendre qu'il s'agissait d'assumer une situation, il m'a répondu « Ils ne l'ont jamais fait avant ». Je ne suis pas entrée sur ces faits, la difficulté de Pierre-Étienne est donc d'assumer cette condition
en posant des actes concrets. De ne plus s'approcher des enfants signifie bien qu'ils représentent un danger pour eux. Je lui ai dit qu'il s'agissait de responsabilité et non d'une punition. Actuellement, il semble être dans un passage délicat, rééduquer son attitude avec les enfants en posant les limites, savoir se retirer quand l'un d'eux s'approche de lui. Cela me paraît bien difficile, sauf dans le cas où il y a quelqu'un auprès de lui pour l'aider à cheminer vers cela, sans parler de l'aspect des compensations auxquelles il répond en s'approchant des enfants. Il y a donc différents niveaux d'aide, le psy plus un traitement. Mais la vie de tous les jours implique de la part de ceux qui l'entourent une réelle prise de conscience. On ne peut pas accueillir un pédophile sans faire un travail de fond avec lui. C'est prendre de gros risques que de ne pas prendre les moyens. Cordialement, Muriel Gauthier. Voilà, c'est la lettre que j'ai envoyée au modérateur général de l'époque. Là, nous sommes en 2002, donc il va rester 2 années dans cette maison de Murinet. Nous allons ensuite arriver à sa comparution comme témoin assisté au tribunal d'Avranches. Nous sommes en novembre 2003. Que se passe-t-il à ce moment-là? Alors en effet, on est en novembre 2003, Pierre-Étienne est convoqué au tribunal d'Avranches. Il demandera au père Jean-Baptiste et à moi-même de l'accompagner, nous le ferons. Et quand nous arrivons sur le parking du tribunal, Pierre-Étienne est forcément extrêmement mal et il me demande de marcher un petit peu avec lui. Je vais marcher un petit peu avec lui et je lui dis: écoute Pierre-Étienne, si jamais tu as commis plus d'un acte, peut-être qu'il serait bon que tu puisses en parler au juge et que tu fasses entièrement la vérité sur tout ce que tu as fait. Et puis nous nous laissons là. Et Pierre-Étienne, en fait, ressort du tribunal et il me dit j'ai tout avoué. Et quand je lui dis c'est quoi tout avoué, il me répond j'ai avoué les 15 choses que j'ai faites sur des enfants. Alors là, forcément, je prends encore plus la mesure des pressentiments que j'avais eus à son égard. Je réalise qu'on est en face de quelqu'un qui est un petit peu dans une vérité à tiroir. Et je lui dis oui, mais d'accord, mais qu'est-ce que t'as dit la juge? Et il me répond que la juge lui a demandé s'il avait déjà écrit des lettres de pardon aux familles. Et Pierre-Étienne répondra que oui, mais pas à toutes. Et la juge lui demandera d'écrire à la famille à qui il n'a pas écrit. Et donc, voilà quoi, il me retransmet cet entretien et il me dit que de toute façon, l'affaire suivra son cours. Auparavant, juste avant cette comparution à Avranches, quelqu'un intervient, essaye de dissuader Pierre-Étienne de continuer cet accompagnement dans la vérité avec toi? Oui, tout à fait. L'ancien modérateur général qui a justement accompagné Pierre-Étienne, enfin soi-disant accompagné. Et de quelle manière quel rôle il a auprès de lui? Alors justement, c'est ce qui colle pas, parce que dans l'Église, on tient la séparation entre justement l'accompagnement spirituel, l'autorité, et il se trouve que ce modérateur-là avait des multiples casquettes auprès de Pierre-Étienne. Il était son médecin, son confident et son autorité en tant que modérateur. Il aura donc à plusieurs reprises des conversations extrêmement violentes avec Pierre-Étienne, puisque nous serons là quand il a ces conversations, parce qu'il parlera aussi avec nous, et il dira notamment à Pierre-Étienne que en fait il se pose en victime expiatoire, que lui il s'est déjà occupé de tout, que il ne faut pas non plus aller plus loin, que beaucoup de chemins de pardon de la part des familles ont été faits à l'égard de Pierre-Étienne, et il lui dira au nom de l'obéissance, de la sainte obéissance, je te demande de ne pas suivre Muriel, parce qu'elle t'enverra en prison. Est-ce qu'il le rassure par rapport à la justice?
Oui, alors en effet, il lui raconte qu'il ne faut pas qu'il soit inquiet parce qu'il connaît la nièce d'un évêque qui est en lien avec le procureur. À partir de cette affaire lourde de conséquences, est-ce que la justice va le mettre en examen? Est-ce que des démarches de la justice, vu qu'il y a des faits qui ne sont pas prescrits, vont organiser des poursuites? Eh bien, écoutez, il se passe rien. Il se passe rien, rien, rien. Sauf que au bout de quelque temps, je ne me souviens plus trop de la date, Pierre-Étienne en fait recevra un courrier et le juge écrira que cette affaire, il dira qu'il ne peut pas la traiter, faute d'incompétence, et que des faits sont prescrits. Donc il renvoie au procureur qui lui-même aurait dû renvoyer voilà, pour le cours de la justice, chose qui n'a pas été faite. Après l'histoire d'Avranches, Pierre-Étienne fait la demande de pouvoir revenir à Bonnecombe. En fait, après l'histoire d'Avranches, Pierre-Étienne n'envisage pas, mais pas du tout de retourner à Murinet. Il a vraiment très très peur du système de la communauté. Il n'est plus du tout en confiance. Et donc, il me le dira. Et je lui dirai, écoute, Pierre-Étienne, moi, je ne peux rien faire. C'est l'autorité du modérateur qui peut faire quelque chose. Donc, tu lui écris une lettre avec toutes tes difficultés et ce pourquoi tu demandes éventuellement à revenir vers nous. D'ailleurs, chose qu'il fera, il écrira une lettre avec toutes ses difficultés, hein, il écrira une longue lettre même de confidence extrêmement profonde. Il sera vraiment en pleine vérité avec le modérateur. Et le modérateur le renverra à Bonnecombe. Et à partir de ce moment-là, en quelque sorte, à Bonnecombe, il y a une sorte de contrôle judiciaire qui doit être fait, qui n'a pas été assumé par la justice. Que se passe-t-il? Ben, en fait, oui. Enfin, bon, oui, on peut dire ça comme ça. Mais nous, on récupère quelqu'un qui s'est dénoncé pour 15 faits de pédophilie. Pas de nouvelles de la communauté, personne ne prend acte, personne ne nous demande comment on va gérer la situation. Donc nous, on réalise très bien qu'on a avec nous quelqu'un de potentiellement dangereux, qui a une lourde pathologie et qu'il faut à tout prix empêcher de nuire. Alors le père Jean-Baptiste, lui, pour sa part, il rencontrera le modérateur général à Nouan-le-Fusolier et il demandera à ce que Pierre-Étienne soit relevé de ses vœux. Et pour réponse, il obtiendra de la part du modérateur général de l'époque que en fait, il n'en est pas question parce que comment est-ce que on va pouvoir justifier ça à l'ensemble de la communauté? La communauté va se poser des questions. On ne se rend pas compte que Pierre-Étienne est une image importante de la communauté. Cela va causer des problèmes et qu'il en est, il en est en tout cas absolument pas question. Il refuse que Pierre-Étienne soit relevé de ses vœux. Donc Pierre-Étienne n'a plus l'habit, mais il est toujours sous ses vœux religieux, chasteté, pauvreté, obéissance. Pendant combien de temps cette demande pour lui retirer ses vœux de consacrer vont être faites? Pendant 4 ans. Et en fait, le 4 avril 2005, Pierre-Étienne sera enfin relevé de ses vœux. Et je précise que la lettre du modérateur de l'époque indique à Pierre-Étienne que c'est suite à la demande de Pierre-Étienne. Chose qui est un petit peu paradoxale parce que le modérateur de l'époque qui apprend que Pierre-Étienne se dénonce pour 15 faits, la première chose qu'il aurait dû faire quand Pierre-Étienne sort du tribunal d'Avranches, c'est bien entendu relever Pierre-Étienne de ses vœux. Il ne l'a absolument pas fait.
les années vont passer. Qu'est-ce qui se passe en 2007? En 2007, je pense qu'il va falloir qu'on refasse une petite vidéo supplémentaire parce que le temps qui nous est imparti est terminé. Donc, affaire à suivre pour 2007 jusqu'à 2011.